On va parler aujourd'hui de Dricus du Plessis qui a confirmé son titre middleweight face à Israël Adesanya. On se pose la question de la suite. Oui, c'est Rusty qui m'a interpellé quant à ça parce qu'il n'a pas suivi les multiples conférences de Dana White qui ont dit que ça allait être Sean Strickland. Mais bon, y a pas de... y a pas de souci, y a pas de souci. Et c'est très bien pourquoi je voulais faire ce podcast. Parce qu'il y a Sean Strickland. Je sais très bien. Je sais très bien. Mais on va voir tous ensemble. C'est parti. Générique. Soit. Qui pour Dricus du Plessis, monsieur? Donc, la question était, oui, ça a l'air d'être Sean Strickland. Bon, déjà, premièrement, on a déjà eu des situations où Dana White dit avant un combat, ça va être lui, et en fait, il revient sur sa parole. Ah bon? Attends, Dana White qui revient sur ça? Ouais, bah, attends, alors, oui, donc, c'est un peu... quels exemples on aurait pu avoir? Ramzat Chimaev, des... Ramzat Chimaev quand il a battu Gilbert Burns, Ramzat Chimaev quand il a battu Kamaru Usman. Voilà, par exemple. Et ça, c'est sans compter, par exemple, c'est pas vraiment la même chose, mais ceux qui sont, tu sais, remplaçants pour les combats pour le titre, et en fait, on les revoit jamais dans le combat pour le titre, salut Gamrot. Donc, c'est pas forcément déconnant qu'il ait dit c'est Strickland, et en fait, pour une raison X ou Y, ça ne se fait pas ensuite. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Et partant de ce principe, je trouvais quand même que c'était intéressant de voir qui étaient les challengers potentiels pour Dricus du Plessis et quel était le futur pour Dricus du Plessis, parce que il parle lui-même de potentiellement monter chez les light heavyweight. Alors, il a dit qu'il voulait déjà devenir une valeur sûre et un champion qui règne vraiment sur sa catégorie en middleweight, et ça c'est cool, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir, parce que c'est un peu ce qui nous énerve tout le temps avec Rust. Oui, pour tous les champions, ça se comprend de vouloir être champion parce que ça signifie tout de suite beaucoup plus d'argent, mais c'est le bordel pour la catégorie. C'est déjà bien de se dire, on a roulé sur tout le monde, qu'est-ce qu'il reste à faire? Plus rien tout simplement, donc là tu montes ou tu descends de KT. Et l'avantage, c'est qu'il est bien parti parce qu'il a donc déjà battu Sean Strickland, Adesanya et Whittaker. Donc ce qui est bien, c'est que ça part bien son opération grand nettoyage de printemps, quoi. Le top 3. Ouais, le top 3. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, alors déjà, premièrement, un des trucs qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est tout à l'heure, j'écoutais l'analyse, grosso modo, de l'événement du l'UFC 305 par Luc Thomas. Et il y a un de ces gars sur son live qui lui demandait, mais au fait, Luc, qui est-ce que tu penses peut battre Dricus du Plessis, en fait, en middleweight? Et en vrai, c'est con, mais j'avais même pas réfléchi parce qu'on se dit, bah oui, c'est vrai. Parce que s'il a battu le top 3, en fait, à qui peut le battre? Et d'ailleurs, c'était pas ça, en fait, le titre du podcast. Et la vraie question, qui peut battre Dricus du Plessis? Parce ça que tombe bien, j'avais pas encore fait la miniature. Oui, ça tombe bien. Et pour moi, c'est ça, la vraie question. Ouais. Ouais. Pour moi, le seul truc le plus... Ah pardon, vas-y. Non, toi, tu moi, je parle. Je m'exécute. Oui, non, pour moi, c'est pour ça que Ramzat contre Whittaker est absolument parfait. Vraiment, Whittaker, tu vois, revoir Whittaker du Plessis, au regard de comment ça vieillit, tu vois, on peut difficilement dire que c'était un accident de parcours parce que du Plessis depuis a prouvé. Mais pour moi, c'est ça. Dans l'immédiat, c'est Ramzat Chimaev contre Dricus du Plessis qui sera une question intéressante. Sinon, tout le reste dans le top 15, je mets du Plessis au-dessus. Il y a Bonical qui arrive, mais comme on l'a dit, faut déjà qu'il prouve face à des vrais gars. Mais sinon, là, aujourd'hui, moi, je veux un Ramzat qui tienne sa place et qu'affronte Dricus du Plessis. Et en plus, si Ramzat, à mon sens, bat Whittaker, tu peux absolument rien lui dire pour un combat pour le titre. Et tu veux savoir ce qu'il a répondu, Luc Thomas? Alors... Il a dit, j'arrête canonnier. Non, t'imagines. Mais en gros, faites revenir Matthews. Non, mais en gros, et ce qu'il a répondu, c'est, pour lui, le style là qui peut vraiment poser des problèmes, il peut y en avoir plusieurs, mais battre du Plessis, et c'est fou d'aller le chercher, c'est Strickland. Ah, ok. T'avais dire qui? Nassourdine. En fait, le truc, c'est que il disait les choses comme ça, Luc Thomas, et je trouvais ça intéressant. Il était en mode, en fait, le problème, c'est que, et je suis assez d'accord, par exemple, tu vois, par rapport à Ramzat, en réalité, là, du Ramzat qu'on a vu sur ces dernières itérations, surtout sur la dernière contre Ousmane, en fait, en vrai, j'aurais pas trop de crainte pour Dricus, en fait. Un Dricus comme on voit là, qui est en mode
enfin littéralement, tu ne peux pas le battre parce que même quand tu es en train de le battre, en fait, il trouve un moyen de gagner quoi qu'il arrive. Donc, même quand il est crevé comme il l'était là, et c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est Crocop qui disait que, enfin, il n'y a pas que lui, mais Mirko Crocop disait que la fatigue fait de tout le monde des lâches. Bah, Dricus du Plessis, c'est l'exception qui confirme cette règle. Lui, la fatigue extrême qui normalement chez un être humain, mais même un combattant et un assassin d'élite, fait paniquer tout le monde, lui, tu as l'impression que limite, il est en mode eh ben on est dans le dur, c'est parti, on passe la seconde. Et c'est vraiment quelque chose de spécial. Et le fait qu'il soit aussi bon partout, en lutte, en clinch, debout, dans les transitions, et que ce soit une bête physique, bah en réalité, un Khamzat, je le vois pas poser des problèmes, oui. Faut qu'on fasse attention à comment on le dit. Peut-être poser des problèmes, Bah bien le sûr. premier round où le mec sera Ouais, voilà. acculé par un espèce de berserker qu'on a complètement. Ah, Parce que en ouais, vrai, le bien se faire premier acculer. round le premier round Kamaru Usman, on a vraiment flippé, tu vois. Et c'est là où Bah moi ouais. j'ai envie de voir ce qui se passe. En fait, c'est vraiment cette collision. Mais c'était un welterweight, Kamaru. Oui. Eh oui, mais c'est pour ça, moi je veux vraiment voir le combat contre Khamzat. Celui contre Sean Strickland, en fait je demande à voir aussi parce que Sean Strickland pour moi il pose beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'il se fasse mettre KO, tu vois. Et je pense que Dricus, s'il y a une revanche, je pense qu'il arrive à le mettre KO. Alors, finalement, on devrait peut-être inviter Luc Thomas directement, hein. Mais parce que je trouve que ce qu'il disait était intéressant. Et en gros, il était en mode, la raison pour laquelle lui, il voit Sean Strickland comme étant le style qui peut battre, au-delà même de poser des problèmes, Dricus du Plessis, c'est qu'en fait, il était en mode, on commence à se demander si les styles classiques, de toute façon, vont pas galérer et se faire broyer par Dricus quoi qu'il arrive. Parce qu'il arrive, lui, avec ce style qui est un puzzle, qui est extrêmement compliqué à appréhender, et ça, plus, ça, c'est Adesanya qui disait, le gros problème de Dricus quand t'affrontes Duplessis, c'est qu'il est tellement têtu qu'en fait, il n'abandonne jamais et il arrive tout le temps sur toi. Et un mec qui arrive tout le temps sur toi avec ce style imprévisible, bah, quand t'es classique, c'est pas évident en fait en réalité. Voire même t'es à un désavantage. Et donc il était en mode un Sean Strickland qui appuie un peu plus sur la touche volume en termes de frappe envoyée par minute peut potentiellement, parce qu'il est extrêmement résistant, Sean Strickland, parce qu'il a le cardio et la manière économe de combattre pour lui mettre la pression, pourquoi pas sur 5 rounds, c'est possible. Un Sean Strickland qui avance sur Dricus du Plessis et qui envoie sans s'arrêter, c'est possible en termes de cardio. On sait qu'il frappe lourd, Sean Strickland, même s'il n'a pas le nombre de records de KO, etc. Et défensivement, c'est un enfer. Même Dricus l'a dit, c'est un enfer tellement il est difficile à toucher clean, Sean Strickland. Et c'est pour ça que contre tous les autres gars, que ce soit, bah, effectivement, on l'a vu, Adesanya, on l'a vu, Whittaker, on l'a vu, Nassourdine, bah, on veut voir ce combat, mais c'est vrai que comme il a un style qui est magique, tellement il est épuré, propre, mais face à un gars qui est grosso modo une espèce de boule de chaos, ça peut être compliqué quand même. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est quand même marrant d'aller chercher un mec comme Sean Strickland pour des experts qui font partie des meilleurs experts de la planète du monde anglophone, en tout cas en la personne de Luc Thomas. C'est quand même marrant, je trouvais, qu'il aille chercher en tant que mec qui peut être la solution, la clé au puzzle, la clé à l'énigme, un mec comme Sean Strickland qui pendant si longtemps a été vu comme de toute façon il sera jamais champion et il se fait rouler dessus une fois sur deux. C'est vraiment tellement intéressant quoi. Après, j'ai envie de te dire, la preuve est dans le pudding, hein. Le combat Dricus du Plessis Sean Strickland est le plus serré de la carrière UFC de Dricus du Plessis, et pour beaucoup, dont Dana White lui-même, Sean Strickland s'était imposé. Comme quoi, hein, ça sort pas de nulle part ce que nous dit Luc Thomas. Ah, ça sort pas de nulle part, hein. Mais en revanche, par contre, donc là on est chez les middleweight. Et chez les middleweight, a priori là dans le top 15, je pense que c'est peut-être Sean Strickland effectivement qui a la meilleure chance de succès parce que sinon, Adesanya, Whittaker, Imavov, Cannonier, Vettori, Allen, Costa, Hermanson, Dolidze, Chimaev, Borralho, Michel Pereira, Anthony Hernandez, Chris Curtis. Sinon, je vois pas grande en fait en réalité. Donc, mais c'est ça qui est bien. Par contre, pour Nassourdine, c'est que comme il est frais dans cette catégorie, on peut voir assez rapidement, si là il bat Brendan Allen, on peut assez rapidement voir un Nassourdine, surtout si c'est une victoire spectaculaire, direct, qui est propulsé vers un combat pour le titre, après une fois qu'il y aura eu cette espèce de débouchonnage entre Khamzat et c'est ça, non, je pense que malheureusement pour Nassourdine,
nous, à part nous en France, hein, je pense que le déficit qu'il a en termes d'image, c'est sûr. Faudra que l'UFC va privilégier un Khamzat Chimaev pour Dricus du Plessis. Ça, c'est sûr. Ou tout simplement la revanche contre Strickland, même, et là en plus Strickland qui est chaud et ok pour aller en Afrique du Sud. Donc pour l'UFC, pour l'UFC, il l'a annoncé. On vous invite à aller sur son Instagram hein, parce qu'on va pas prendre le risque de répéter ce qu'il a dit. Mais on peut. Hein. Soit c'est pas des mots qui sont. Oui, non, c'est vrai. Allez, c'est parti. Allez. Je l'ai pas sous les yeux, mais très très grosso modo, il était. Avant, c'était t'embrasses ton coach et grosso modo ta sexualité et on peut poser question sur ta sexualité, Dricus. Maintenant, le nouvel angle que prend Sean Strickland au niveau du trash talk contre Dricus, c'est l'angle colonisation des Hollandais il y a quelques siècles de ça, de l'Afrique du Sud, et en mode tu es un Hollandais, tu n'es pas véritablement un Africain de souche, entre guillemets. C'est comme ça qu'il présente son nouvel arc de trash talk contre Dricus. Et au-delà de donc tout ce qu'on a là en middleweight, la question aussi de Dricus en light heavyweight, parce que c'est lui-même et son coach Dricus qui ont évoqué la possibilité de monter s'il y avait un combat de possible contre Alex Pereira. Et alors là, par contre, même si, et c'est paradoxal, parce qu'on dit que c'est une bête qui utilise son physique et qui physiquement est tellement un cran au-dessus des autres en termes de tankitude, Dricus du Plessis en middleweight, et pourtant, il fait 1m83. Alors, il a une plutôt bonne allonge. Alors, je suis sur Wikipédia, donc à confirmer peut-être sur le UFC Stats. Alors, ça a l'air d'être la source, ça a l'air d'être l'UFC. Donc, pas l'UFC, mais l'UFC en Afrique du Sud. Et ils disent 1m93 d'allonge pour 1m83 de hauteur. C'est pas rien que ça, en termes de gabarit, vous donne une idée de à quel point il serait probablement sous-dimensionné et un peu trop gonflé s'il devait monter en light heavyweight. Alors, dans la vie de tous les jours, il est environ à 100 kilos, Dricus du Plessis, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait d'ailleurs lorsqu'il évoquait la possibilité en tout cas la comparaison avec Jiri Prochazka. Et parce que Jiri Prochazka, qui est environ aux alentours de 99 kilos dans la vie de tous les jours, Dricus était en mode, honnêtement, ça pose question parce que je suis plus lourd que naturellement qu'un mec comme Jiri Prochazka. Après, c'est aussi Jiri qui est très léger pour la catégorie. Vous regardez dans les poids naturels d'un mec comme Alex Pereira, c'est entre 104 et 106 kilos. Donc, par rapport au 100, c'est un gros middleweight, hein, c'est un gros middleweight. 100 kilos, on est sur les poids naturels des Paulo Costa, on est sur les poids naturels des Anderson Silva à l'époque, c'est des gros gabarits. Mais 104, 106 kilos pour Alex Pereira, on a 4 ou 6 kilos de différence. C'est littéralement une catégorie d'écart à l'UFC, par exemple, entre, je sais pas, les featherweight et les lightweight, tu vois. Et en plus d'être probablement un peu sous-dimensionné, bien qu'il ait le même poids naturel qu'un mec comme Jiri Prochazka, j'ai été regarder un petit peu les mensurations du top 5 plus champion chez les light heavyweight. Bon, déjà, il est bien évidemment plus petit que tous les 6 premiers de la catégorie lightweight, mais d'une grosse marge. Hein. Le seul déjà qui est en dessous du 1m90 dans le top 6 de la catégorie lightweight, c'est Jan Blachowicz. Il est à 1m88. Bon, on a vu ce que donnait un middleweight qui fait pas forcément sa transition de manière sûre et certaine en la personne d'Adesanya et qui va, je sais, c'est pas les mêmes styles, c'est un striker, il a utilisé sa lutte et son physique, mais il a utilisé son physique, ce que n'arrivaient pas à faire les middleweight contre Adesanya. Et donc, c'est le plus petit de tous, sinon ils sont tous au-delà. Jiri Prochazka, 1m93, Magomed Ankalaev, 1m91, Jamal Hill, 1m93, Alexander Rakic, qui lui est énorme. Lui, c'est peut-être celui qui est le plus gros des light heavyweight parmi le top 6, donc il fait 1m96 et dans la vie de tous les jours, apparemment, il est aux alentours de 110 kilos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est un peu bâtard et hybride avec la catégorie light heavyweight. En plus, c'est que c'est vraiment grosso modo des petits heavyweight. C'est d'où le nom, mais je veux dire vraiment ça se voit là. C'est un mec comme Rakic qui soit à 110 kilos dans la vie de tous les jours. Cyril, il est à 114 dans la vie de tous les jours. Donc c'est vous dire un petit peu les bails contre lesquels se retrouve Dricus. Et et je finirai là-dessus, pardon, mais malgré son style imprévisible, qui je pense poserait des problèmes, malgré le fait qu'il ne lâche rien, malgré le fait que il avance constamment et qu'il est bon dans tous les domaines,
et donc qui pourrait peut-être poser par exemple des problèmes à Jiri en lutte ou des choses comme ça, et même à d'autres debout. Le fait qu'il soit sous-dimensionné, je pense quand même que pour un mec qui utilise sa dimension physique autant, je ne pense pas que ce soit... Je peux me gourer, hein, je me suis gouré depuis le début sur Dricus, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller chercher les light heavyweight, quoi. Bah moi je suis pas d'accord avec toi, moi je pense que Dricus devrait aller en light heavyweight. T'aimes bien pas être d'accord avec moi en ce moment. Ouais, j'aime bien ça. Non, non, je pense qu'il devrait aller en light heavyweight, mais tu vois, l'occasion fait le larron, comme dirait l'autre. Et donc, pour Alex Pereira, oui. Pour tous les autres, non. Grosso modo. C'est qu'il s'y aventure pas hyper longtemps. Enfin, tu sais, un peu comme toute proportion gardée, je veux dire. Adesanya contre Jan Blachowicz, quand le combat est annoncé, c'est un très bon choix pour Adesanya de monter contre Jan Blachowicz. Et puis même, je veux dire, il a perdu le combat il gagne quand même 2 rounds. Le combat était assez serré. Il a pas pris de dommages. Voilà, c'est pas pour rien qu'il soit monté contre lui. Et moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que Dricus du Plessis, Alex Pereira, quand on regarde là où Alex Pereira est un peu moins bon, il peut avoir ses chances, le petit Dricus. Mais je m'y aventurerai pas très longtemps dans cette catégorie pour le bien de sa carrière. Ouais. Ouais. Bonjour. Ouais, bah oui, ouais. Et encore que, même Alex Pereira, ah oui. Bien hydraté en light heavyweight, en vrai, je pense que c'est très chaud pour Dricus quand même. Je pense que c'est vraiment chaud. Parce que si Jan Blachowicz n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait du corps d'Alex Pereira plus d'un round, ça va être chaud pour Dricus quand même. Ça va être intéressant, hein, mais chaud. 1000%, mais je comprends complètement ce que dit Dricus. Et là, moi, parce que je vais bientôt me retrouver à la place de Dricus du Plessis, et une fois que j'aurai pris le titre middleweight, c'est vrai que je préfère affronter Pereira en light heavyweight, comme ça tu vois, il n'y a pas d'excuses, et puis même, que ce soit les excuses du côté de Pereira, et même des fans, tu vois, tu enlèves complètement le côté assez, un peu comme ce qui s'était passé pour Dillashaw contre Cerudo, où, bah oui, Dillashaw, il avait fait tous les efforts pour descendre en flyweight, et alors que péter Dillashaw en 19 secondes, c'est une dinguerie. Mais malheureusement, il y a tout ce qui s'est passé autour où ça ternit un petit peu cet exploit retentissant. Alors que si tu montes de catégorie, t'as quasiment rien à perdre. Tu te fais mettre KO par Pereira, c'était pas ta caténette. Enfin, t'as tous les trucs de ton côté. Mais en tout cas, pour le reste, je te rejoins évidemment parce que tout ce que tu dis, Rust, est mûrement réfléchi et pertinent. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, j'aime bien qu'on finisse les podcasts sur des trucs comme ça. Là. Allez, on va terminer. Ciao, I'm Sweet Pea, ma Sweet Protein. Moins 30% minimum sur To My Sweet Pea. Avec le code la sueur, les gars, ça bouge pas. Fringue de fou, complément alimentaire de fou. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Code la sueur 5. Moins 5 € sur votre première commande. Une multitude de saveurs. C'est un régal absolu. En plus, regardez cette collection avec le confiseur allemand. La gamme Énergie Focus, c'est incroyable, tout simplement. Donc, et code la sueur 10 si vous avez déjà commandé chez eux et que vous nous avez déjà écouté. Moins 10%. On se retrouve très vite. See ya!